Ravisius Textor fut le nom latin de Jean Johannes Tixier Texier Tissier de Ravisi, un humaniste nivernais né vers 1492 dans les environs de Saint-Sauge et mort trop jeune à Paris en 1522. Un pédagogue, grammairien, rhétoricien, professeur d'humanité au Collège parisien de Navarre. Un écrivain et éditeur érudit qui produit avec les plus grands imprimeurs, libraires, éditeurs de son temps, pour, comme il le dit lui-même, la jeunesse en formation, une officina, soit un genre de somme thématique de l'Antiquité gréco-latine, un spécimen epithetorum et des epitheta, soit des recueils d'épithètes à l'usage des poètes ou des orateurs à la mode antique, des dialogues ou petites formes théâtrales pédagogiques latines formant à la morale, à la chose intellectuelle et à la rhétorique, enfin des epigrammata et epistolae, plus poétiques et personnels. Des livres traitant notamment sous la forme de la compilation, et en latin de langue véhiculaire lettrée de l'époque, de grammaire, d'histoire, de poésie, et selon les mots de Jules Wodoz, de tout ce que les anciens auteurs ont dit de plus important sur les arts, les sciences, l'histoire, les mots et les expressions des anciens. Nous avons ici un De Memorabilibus et Claris Mulieribus aliquo diversorum scriptorum, une vie des femmes illustres inspirée de Boccace, imprimée en 1521 par le fameux graveur de caractères, imprimeur et éditeur parisien Simon de Colline, avec sa marque d'imprimeur au lapin, ou plutôt sa marque parlante, typique de l'esprit de jeu intellectuel graphique entre images et mots. En français de l'époque, le lapin se disait conil, anagramme explicite du patronyme de l'imprimeur. On trouve dans ce livre de format généreux un poème sur Jeanne d'Arc, une vie de sainte Catherine de Sienne, une autre de Blanche de Castille. Outre les textes de Ravisius Textor, l'ouvrage regroupe des écrits de Plutarque, Jacopo Filippo Foresti, Bergame, Jean de Pin, Battista Fregoso, Raphaël Maffei, Valéran de la Varane, ainsi que des récits anonymes des vies de sainte Clotilde et de sainte Geneviève. Nous rencontrons au travers de ces ouvrages d'autres imprimeurs parisiens comme Renaud Ier Chaudière qui succédera à Simon de Colline en 1546 et qui signe ici un dialogue de Textor de 1534. Ou encore le Breton de Paris, Prigent Calvarin, et Maurice de la Porte qui signent des Epistolae en 1535. Thomas Brumen et Gilles Gorbin signent chacun un Epithetorum en 1580. On trouve encore Pierre Rigaud avec deux officinats de 1608 et 1613 et des Epitheta de 1616. On a aussi des Epistolae de 1534 et 1559, respectivement d'Antoine Bonnemère et de Maurice Meunier. On rencontre aussi dans notre collection des imprimeurs-éditeurs helvètes comme le balois Nicolaus Brillinger avec une officina de 1552, une autre de 1566 et un Epithotherum de 1541. Toujours à Bâle, Conrad Lyckosten en réalise un la même année avec Sébastien Franck, puis un tout seul en 1581. On a aussi ici des épithètas de 1606 et 1638, imprimés par le genevois Jacobi Stoer. Des epistolae de 1640 par le balois Ludovic Régis. Enfin, on a une officina de 1538 et un théâtre poétique de 1600 des balois Sumptibus, André Cellari et Barthomé Westem. On trouve également des épithètas d'un Johann Ormond Rouenet, une officina et un epithetorum vénitien de Marco Antonio Zalterio en 1588 et Dominique Milor en 1661. Encore des dialogues et des epistolae de 1651 d'un Arnold Leers de Rotterdam ou des épîtres morales de 1572 imprimées par un Jan Vesberg d'Anvers. Mais on a beaucoup affaire à des imprimeurs lyonnais. On trouve ainsi deux officinas de 1541 et 1551 du fameux Sébastien Griffe avec sa marque parlante du Griffon qui contient toutes deux une cornucopia et une autre de son père Antoine Griffe de 1593. On rencontre Jacobi Maréchal avec deux officinas de 1532. À nouveau une officina, cette fois de Sébastien Honorat de 1559, puis une de Pierre Rigaud en 1608 qui contient une cornucopia. Puis, chez le même imprimeur libraire lyonnais, on a une épithèta de 1616.
Les couvertures et les reliures sont toujours réalisées en dur, comme pièce unique par des artisans spécialisés sur la demande du propriétaire d'un temps de l'ouvrage, parfois bien des années après l'impression du bloc. La reliure, qui ne sera mécanisée qu'au XIXe siècle, est souvent le théâtre de démonstrations de virtuosité, incarnant des qualités tout à la fois du texte, de son auteur, mais bien sûr aussi du propriétaire qui engage des frais pour sa réalisation. Nous avons ici des couvertures de cuir parfois estampées à froid, parfois munies de fermoirs. On a aussi parfois des couvertures touchantes avec des parchemins médiévaux de réemploi. Les encadrements décoratifs varient dans leur style historique, mais participent toujours d'une volonté rhétorique. Fleuris de motifs symétriques, à l'antique et frappés de portraits édifiants, parfois dorés à chaud, parfois marqués de monogrammes qu'on imagine de leurs propriétaires passagers. Les nerfs des dos, globalement courbés, sont la plupart du temps bien saillants. Parfois, les tranches sont jaspées, en couleur aujourd'hui défraîchie, et parfois même elles sont rehaussées de gravures de motifs répétitifs. Des papiers marbrés enrichissent parfois de la palette de leurs couleurs mêlées les plaques qui lient la couverture au bloc d'ouvrage. Les papiers et les couvrures, évidemment ternis, jaunis et courbés par le temps, sont rongés par le soleil, la manipulation des lecteurs, des bibliophiles, des bibliothécaires et les attaques d'animaux variés. Ils sont marqués de traces diverses, souvent émouvantes, laissées par leur utilisation, leur échange, leur conservation. Ils affirment leur matérialité. Les papiers sont plutôt bouffants, avec pas des traces de bois, mais peut-être s'agit-il aussi de papier chiffon. Les alphabets typographiques sont caractérisés par ce que Francis Thibaudeau appelle le romain, c'est-à-dire une formalisation de la gravure typographique de l'écriture humanistique qui articule des capitales d'obédience justement romaines et lapidaires à des minuscules carolines. Ces minuscules, qu'on appelle aussi en typographie bas de casse, sont censés à l'époque provenir de l'Antiquité qu'on recherche partout. Mais ces écritures cursives ont été mises au point par l'effort de régulation des graphies médiévales par Charlemagne et son école palatine au 8e siècle. Les Romains sont plutôt robustes et mouvementés, encore proches de la main, de l'écriture et du travail manuel de la gravure. Les ornements des empattements et des apex sont parfois accusés et mouvants. Ils sont imprimés le plus souvent d'une encre noire épaisse qui graisse et bouche parfois les dessins, mais sèche aussi et ne parvient pas à ancrer uniformément les textes. Parfois, une encre rouge vient rehausser le texte d'une rubrique, du latin ruber, qui signifie rouge. Les lettres ne sont pas toujours aussi bien alignées sur la ligne de pied. Parfois, les lettres se désaxent et révèlent le procédé de composition mécanique pré-industrielle de la typographie. Les mises en page sont contraintes par la mécanique de la construction typographique qui n'hésite pas à couper les mots sans trop de précaution.
mais elles affirment aussi un solide sens de la géométrie et du centrement. Les titres sont centrés. Les pavés, toujours justifiés, parfois nuancés d'alinéas, parfois fragmentés en 2 colonnes ou plus, peuvent finir décorativement en cul de lampe. Mais ils accusent également les structures logiques du texte. Les niveaux des lectures se multiplient avec emphase en autant de corps et de forces de corps, c'est-à-dire de dessins spécifiques à chaque taille de caractère, toujours d'abord exécutés manuellement. Les textes s'enrichissent de grandes et de petites capitales qui ont la taille des hauteurs d'œil, des bas de casse, de minuscules et d'italiques. Les textes assument aussi différentes fonctions d'accompagnement du texte principal. On trouve ainsi autour du texte dit de labeur des titres courants qui se poursuivent de page en page, des paginations, des numéros de registre, des notes de marge, des signatures qui sont des suites de lettres numérotant les cahiers pour signifier la succession des cahiers, des réclames qui marquent à la fin du bloc de labeur de la page de droite le mot qu'il retrouvera en début de bloc une fois la page tournée. On rencontre souvent, au-delà du mouvement de la main dans tous les dessins de caractères, des présences imagées dans les marques d'imprimeurs, parfois rehaussées de couleurs à la main, dans des frontispices de démonstration plus ou moins architecturaux, dans les lettrines ornées, souvenirs de l'ancien manuscrit médiéval, dans le motif étrange des pieds de mouche, succédané du C de tête, cap, chapitre, marquant dans le manuscrit médiéval le début d'une phrase, dans des fleurons et des décors typographiques. Les mises en page sont à la fois tenues et hardies. Parfois, les marges de tête se réduisent au point que le bloc semble tout coller à la tranche de tête. Les grilles typographiques peuvent être denses, mais ils fluctuent parfois étrangement avec la complexité des données. Les objets qui révèlent les traces souvent touchantes du temps, des accidents, des annotations, des tampons, sont parfois animés de jaspage qui teintent ou décorent les tranches des blocs d'ouvrage. L'édition de Ravius Textor de 1520, dite Cornucopia ou Corne d'abondance, est sans doute particulièrement emblématique de l'esprit de recueil renaissant qui caractérise l'ensemble de ses ouvrages. Ce que Jules Vaudoz présente comme une interminable liste de noms d'objets de toutes sortes dans l'ordre alphabétique, avec l'indication de l'endroit de la terre où on les trouve, les noms de Pline, Strabon, Stas, revenant à chaque page, renvoient à ces autres formes de la somme du spicilège, de l'anthologie, des miscellanées, du répertoire, du catalogue, de l'anthologie, de l'almanach, de l'inventaire, du cabinet de curiosités, du musée de papier, de la chambre des merveilles, du bric-à-brac, du tohu-bohu, de la bibliothèque ou, comme l'a dit Rabelais, du cercle des connaissances, autrement dit, encyclopédie. À la fois corne et copie, contenu et contenant, mâles et femelles, corne d'appel et abondance, la cornucopia est depuis l'Antiquité grecque et romaine un symbole plein ou ambigu de l'opulence, de la fécondité. Un signe saillant qui dit la collection, la collecte, dont on peut se rappeler qu'elle constitue un des étymons du mot lecture, toujours articulé à celui de l'écriture. L'écriture de collecte, de juxtaposition, d'accumulation des données que pratiquent les humanistes de la Renaissance est peut-être l'expression nécessaire ou simplement possible de la description du monde et des choses, alors que l'époque connaît la révolution technique de l'imprimerie, de la réplication mécanique et standardisée de l'inscrit. L'écriture s'est du reste souvent d'abord manifestée en Égypte ou à Sumer et Élam sous la forme de la liste, de l'énumération, du décompte, du classement des objets reconnaissables. Une liste qui est aussi un rythme, une scansion qui permet la mémorisation des informations au temps des littératures orales,
des civilisations sans écrit au sens strict du terme. L'une des théories de l'apparition de l'écrit est justement liée à ces écritures orales que sont les formules rituelles. Les chants liturgiques ou les récits mythiques dont la formulation doit être scrupuleusement respectée et qui auraient pu, comme le soutiennent Carlo Severi et Pierre Deléage, entraîner la création d'écritures sélectives, mnémoniques, qui ne marqueraient sur des cordes à nœuds, des crochets, des cannes, des bâtons que l'ordonnancement réglé de certaines variables des récitations fondatrices et institutionnelles auxquelles elles seraient attachées. Écoutons Carlo Severi dans Pensée par séquence, Pensée par territoire, Cosmologie et art de la mémoire dans la pictographie des Indiens Kuna. Les pictogrammes, disent les chamans Kuna, ne sont pas utilisés pendant l'application rituelle des chants. Un bon thérapeute doit pouvoir chanter au cours d'un long rituel de guérison sans jamais se référer au dessin. La pictographie est un instrument essentiellement didactique, elle ne concerne que les chants et leurs élèves. La collection de la lecture de l'écriture du XVIe siècle rassemble d'abord des morceaux choisis des lieux communs. Elle établit l'état partagé des perceptions et la matière d'une mise en ordre, par exemple celle des sciences et du discours articulé qu'inventeront les académies du XVIIe siècle. On peut se rappeler cette scène primitive qui vit dans la Bible, le livre des livres occidental, Adam, comme dans un bien nommé générique d'ouverture, nommer et par là, en un sens, achever la perception des animaux que celui qui est ce qu'il est faisait apparaître sous ses yeux sur la scène du monde. Genèse, chapitre 2, versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. La liste, la somme, le recueil est peut-être la forme obligée de l'apparition de la connaissance, de la naissance du monde à soi, de notre naissance au monde. Comme le souligne Marcel d'Étienne dans L'invention de la mythologie, mentionner en grec, c'est se souvenir, ou encore donner un nom. Comme le rappelle le chercheur en sciences de l'information et de la communication, Yves Jeanneret, toutes les activités intellectuelles, toutes les évolutions culturelles reposent sur le rassemblement des objets. C'est-à-dire que, conformément à la morphologie du mot, l'intellect travaille entre inter, les lectures, lect. Comprendre tient à la fois de l'intériorisation des phénomènes, du prendre avec soi et de l'installation des apparitions dans un certain ordre, un ensemble assez structuré, l'horizon d'un paysage, les phénomènes articulés avec plus ou moins de complexité,
uns avec les autres.